c'est un des plus gros problèmes de la cosmologie moderne, une anomalie qui refuse de disparaître. Lorsqu'on cherche à mesurer le taux d'expansion de l'univers, la constante de Hubble, on obtient des résultats différents selon la méthode qu'on emploie. Les mesures effectuées dans l'univers récent donnent une constante d'environ 10% plus grande que celle effectuée dans l'univers primordial. Ce qui, pour une constante, est franchement gênant. 10%, c'est bien au-delà des marges d'erreur. Cette différence de mesure, qui se vérifie étude après étude, est devenue tellement problématique qu'on lui a donné un nom, la tension de Hubble. Les choses ne semblent pas près de s'arranger. Voilà quelques jours, une équipe d'astrophysiciens a publié la mesure la plus précise de la constante dans l'univers récent, basée sur des décennies d'observations. Bien loin de résoudre la tension, elle semble au contraire la confirmer. Si bien que les astrophysiciens commencent à poser sérieusement la question: manque-t-il quelque chose de fondamental au modèle standard de la cosmologie? Aujourd'hui, on se penche sur cette news et bien d'autres dans DNDE. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Vous avez probablement été ébouriffé par l'aventure Artemis 2. 10 jours pour un aller-retour autour de la Lune. Un voyage spectaculaire mais surtout l'aboutissement d'années d'efforts. Porté par la NASA, mais aussi par l'Europe via l'Agence spatiale européenne et Airbus Defence and Space qui a conçu le module de service d'Orion. Tout ce travail, toute cette préparation, vous pouvez maintenant le découvrir dans un documentaire exceptionnel proposé par France Télévisions. Il s'appelle Destination Lune, la nouvelle conquête spatiale. Alors, c'est disponible sur la plateforme France.tv, et pour l'avoir vu, il vous plonge dans les coulisses réelles de la mission, avec des images d'archives fascinantes. Les entraînements en apesanteur, les tests de la capsule, les défis techniques du module européen, et surtout il explore également l'aventure humaine avec les parcours des astronautes de Victor Glover et de Christina Koch. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que la perspective va beaucoup plus loin. Artemis 2, vous le savez, n'est qu'une étape, l'objectif c'est un retour permanent sur la Lune. Et c'est là qu'intervient d'autres acteurs clés, notamment SpaceX avec son Starship, l'atterrisseur qui est pressenti pour la mission Artemis 4. Et les équipes de France Télévisions se sont projetées loin pour nous faire comprendre les enjeux du retour sur la Lune. Et d'ailleurs, la deuxième partie du documentaire nous emmène dans un endroit clé, le pôle sud lunaire, à la recherche de la glace d'eau qui pourrait se cacher dans des cratères de ténèbres éternelles. C'est l'enjeu majeur d'Artemis. Cette eau pourrait devenir une ressource précieuse si on peut la caractériser puis l'exploiter. Le documentaire explore les défis qui attendent les premiers équipages dans ce milieu extrême et les technologies qui pourront les aider à surmonter ces épreuves. C'est un superbe mélange d'images réelles et de prospectives qui nous aide à découvrir un futur pas si lointain, où il y aura peut-être des Européens, voire des Français qui se joindront à l'aventure. Alors si vous voulez voir plus de documentaires espace sur la télévision, n'hésitez pas, celui-ci est encore dispo pour de nombreux mois. C'est 2 épisodes d'environ 50 minutes pour replonger dans Artemis 2 et anticiper surtout la suite du programme. Si vous souhaitez le visionner, ça se passe sur les 2 liens que je vous ai mis en description sous la vidéo. La constante de Hubble est le paramètre qui décrit à quelle vitesse l'univers est en train de grandir. Elle fait le lien entre la distance d'une galaxie et la vitesse à laquelle cette galaxie s'éloigne de nous. C'est une relation simple, une vitesse proportionnelle à la distance, qui s'exprime en kilomètres par seconde par mégaparsec. En gros, on cherche à mesurer à quelle vitesse, en kilomètres par seconde, une galaxie située à 1 mégaparsec, environ 3,2 millions d'années-lumière, s'éloigne de nous. La première mesure a été faite il y a presque un siècle par Edwin Hubble. Il s'est assez largement trompé sur la valeur de la constante. Mais avec de nouveaux instruments et de nouvelles méthodes, un chiffre de plus en plus précis s'est dessiné. On a ainsi pu se rendre compte que les galaxies s'éloignent les unes des autres à la vitesse d'environ 70 km par seconde par mégaparsec. Mais vous allez voir que ce environ 70 cache en réalité un problème majeur. Une partie des mesures est réalisée dans l'univers récent, en observant des objets visibles du cosmos qu'on appelle des chandelles standards.
Ce sont des objets dont on connaît la luminosité intrinsèque, comme certaines étoiles variables ou des supernovas de type 1A. En comparant cette luminosité réelle à la luminosité perçue, on peut en déduire leur distance. Puis, en répétant cette méthode de proche en proche, on parvient à estimer la vitesse d'éloignement des galaxies en fonction de leur distance, et donc la constante de Hubble. Ces mesures donnent aujourd'hui une valeur d'environ 73 km/s par mégaparsec. Une précision remarquable qui pose pourtant problème. D'un autre côté, on peut remonter beaucoup plus loin dans le passé en observant le fond diffus cosmologique, une lumière fossile émise environ 380 000 ans après le Big Bang. Des missions comme Planck ont cartographié avec une précision extrême les infimes variations de température de ce rayonnement. Ces fluctuations encodent toute une série d'informations sur la composition et la géométrie de l'univers primordial. En s'appuyant sur le modèle standard, les chercheurs peuvent alors en déduire indirectement le taux d'expansion actuel de l'univers. Cette méthode donne cependant une valeur plus faible, autour de 67 km/s par mégaparsec. Une estimation très précise, mais qui ne tombe pas d'accord avec celle mesurée dans l'univers proche. Pendant longtemps, les astronomes ont défendu que les mesures prises sur le fond diffus cosmologique étaient plus robustes, et donc que c'étaient les mesures dans l'univers récent qui étaient fausses. Ils s'attendaient à ce que ces dernières finissent par rentrer dans le rang et rejoignent la valeur plus basse issue du fond diffus cosmologique. C'est malheureusement tout l'inverse qui s'est produit. Chaque nouvelle mesure, chaque nouvel outil plus performant que ses prédécesseurs est venu confirmer la tension. Impossible de réconcilier les deux mesures. Une nouvelle étude, publiée il y a quelques jours, enfonce encore le clou. Elle offre la mesure la plus précise jamais réalisée de la constante dans l'univers récent. Plutôt que de s'appuyer sur une seule méthode, les chercheurs ont combiné plusieurs techniques indépendantes. Des mesures sur des étoiles variables, des géantes rouges, des galaxies, en plus des traditionnelles supernovas de type 1A. Ils ont ainsi pu produire une mesure cohérente et ultra précise du taux d'expansion de l'univers. Leurs résultats pointent vers une valeur de 73,5 km/s par mégaparsec, avec une incertitude inférieure à 1%. Ce qui est absolument fascinant ici, c'est que toutes les méthodes, pourtant très différentes, convergent vers ce même chiffre. Autrement dit, il devient encore plus difficile d'expliquer la tension par une simple erreur de mesure. Le problème semble bien réel et profondément ancré dans notre compréhension de l'univers. On a ainsi toutes les mesures dans l'univers récent, quelle que soit la méthode, qui nous disent 73. Et la méthode issue du fond diffus cosmologique, considérée comme très robuste, qui nous dit toujours 67. Chaque tentative de résoudre le problème semble le rendre encore plus inévitable. Si bien que les chercheurs, et notamment ceux qui ont produit l'étude, commencent à poser une question qui donne le vertige. Et si c'était l'autre chiffre, calculé depuis le modèle standard de la cosmologie, qui était faux? Et si c'était plutôt le 67, qui devait être ramené vers 73? Cela voudrait dire qu'il manque quelque chose de significatif dans ce modèle standard. De nouvelles particules, une version modifiée de la gravitation, ou même un effet mal compris de l'énergie noire. C'est une question épineuse, car le modèle standard fonctionne autrement très bien, et ses prédictions sont d'une précision remarquable. Mais il faut bien se rendre à l'évidence. La tension de Hubble ne va pas être résolue par de nouvelles mesures de supernova ou de céphéides. Il va donc peut-être falloir trouver quelle évolution ou révolution du modèle standard pourrait finir par mettre fin à cette tension. Une révolution, c'est ce qu'on a connu dans le spatial ces 20 dernières années avec le concept du New Space. Un changement de doctrine de l'industrie spatiale qui a rapproché les constructeurs de fusées de la logique des startups avec une recherche des coûts toujours plus bas, rendue possible notamment grâce à la réutilisation. Le champion de cette nouvelle façon de faire les choses, c'est SpaceX. L'entreprise américaine s'est imposée comme leader mondial des lancements grâce à sa fusée Falcon 9, dont le premier étage est réutilisable. Pendant presque 10 ans, SpaceX a bénéficié de l'exclusivité de cette technologie, alors que ses concurrents exprimaient leur scepticisme ou cherchaient à combler leur retard. Depuis dimanche dernier, cette exclusivité est cependant terminée. Il y a maintenant un autre acteur qui a fait revoler un premier étage de fusée orbitale, Blue Origin.
Le 19 avril, l'entreprise a effectivement mené le 3e lancement de sa fusée New Glenn avec un résultat contrasté. C'était la première fois que la fusée géante décollait avec un premier étage qui avait déjà volé. Cette partie s'est bien passée et Blue Origin s'est même payé le luxe de récupérer à nouveau l'étage. Il pourra donc mener une 3e mission. De ce côté, Blue Origin semble avancer plus vite que SpaceX à l'époque. Il ne s'est écoulé que 5 mois entre le premier et le 2e vol de ce booster, qui est pourtant considérablement plus gros qu'un booster de Falcon 9. Là où le bas blesse, c'est que l'étage supérieur, lui, a raté sa mission. Il a placé sa charge utile, un satellite commercial, sur une orbite trop basse, qui n'était apparemment pas rattrapable. Le satellite est donc perdu et la mission peut être considérée comme un échec. C'est là qu'on se rappelle que la réutilisation c'est bien, mais ça reste un objectif secondaire. Le plus important, c'est encore de réussir les mises en orbite. Il s'agissait par ailleurs du tout premier client commercial de Blue Origin. C'était un peu le vol à ne pas louper. La réussite de la réutilisation a donc ici un goût amer. Il en faudrait bien plus pour couler Blue Origin qui peut s'appuyer sur la fortune personnelle de son fondateur, Jeff Bezos. La New Glenn va revenir assez rapidement sur un pas de tir, d'abord pour lancer des satellites de la constellation Amazon Leo, à l'instar d'Ariane 6, puis pour le premier vol de démonstration du Blue Moon Mark I, un atterrisseur lunaire lourd. On surveillera dans les années qui viennent l'entrée en service de la New Glenn 9x4, une version beaucoup plus puissante de la fusée qui promet des applications nouvelles en orbite sur la Lune, voire au-delà. Il ne faudrait pas croire en attendant que SpaceX reste les bras croisés sagement pendant que ses compétiteurs rattrapent leur retard. Le géant américain prépare depuis plusieurs années la réutilisation complète sur un lanceur géant, le Starship. L'entreprise nous avait habitués à un rythme de tests intense avec des essais de lancement fréquents, mais on n'a pas vu le monstre décoller depuis octobre 2025, 6 mois. Ce qui est en réalité assez court dans le monde du spatial, mais presque long quand on est habitué au rythme effréné de SpaceX. Que cela ne tienne, cette attente touche à sa fin. Le vol 12 est prévu pour les semaines qui viennent, autour de la mi-mai. Il va mettre en œuvre le booster B-19 et le Starship S-39. C'était le booster 18 qui devait mener la mission, mais il a été endommagé lors d'un test, ce qui explique en partie la longue attente pour ce vol. Ce qui va particulièrement nous intéresser, c'est le changement de version que représente ce vol. Le booster et le ship passent tous les deux en version Block 3, qui marque une nouveauté conséquente pour l'architecture. Le plus gros changement, c'est l'intégration sur les deux véhicules du Raptor 3, la version la plus aboutie du moteur à combustion étagée Full Flow. On attendra le lancement pour évaluer les performances, mais pour ce qui est de l'esthétique, ça envoie déjà. Le Raptor 3 internalise une grosse partie de la tuyauterie du moteur et conserve donc un aspect lisse extrêmement propre, même en grosse grappe de 33 moteurs. Cette version permet de se débarrasser d'une bonne partie des protections thermiques, ce qui donne cet aspect à la fois nu et très propre. On a eu le droit à des tirs statiques assez longs la semaine dernière, 15 secondes pour le booster, près d'1 minute pour le Starship. Tout semble avoir plutôt bien fonctionné et on est donc en bonne voie pour reprendre la route des essais orbitaux. Ce sera probablement la trajectoire quasi-orbitale habituelle avec peut-être une tentative de rattrapage du booster. Ce test doit permettre d'ouvrir la voie vers un essai de ravitaillement orbital entre deux Starships, une condition essentielle à la participation du vaisseau au programme Artemis, du moins dans sa version actuelle. N'oublions pas qu'il existe un autre lanceur chez SpaceX, la Falcon Heavy, même si elle se fait peut-être plus discrète que ce qui était attendu. Elle ne vole pas très souvent, mais remplit toutefois des missions critiques, notamment pour l'exploration spatiale. Elle doit lancer l'atterrisseur Griffin et le télescope spatial Nancy Roman cette année, puis la mission Dragonfly vers Titan en 2028. À ça, il va maintenant falloir ajouter le rover martien européen Rosalind Franklin. Il devait à l'origine décoller sur un lanceur russe, mais la géopolitique en a décidé autrement. La NASA a pris un rôle plus important dans la mission en endossant notamment le lancement vers la planète rouge. Le 16 avril, l'agence spatiale américaine a annoncé que ce sera donc la Falcon Heavy qui sera chargée de ce tir. Très honnêtement, cette situation pourrait encore évoluer. Le budget 2026 de la NASA a fait l'objet d'une énorme bataille politique qui a duré des mois. L'administration Trump voulait le réduire sévèrement, notamment en mettant fin à de nombreuses missions scientifiques et à des collaborations internationales. Le budget final sauve à peu près les meubles, mais la Maison-Blanche signale déjà son intention de mener à nouveau une tentative de coupe budgétaire importante en 2027. Si elle y parvient, la contribution américaine à Rosalind Franklin pourrait sauter. Le rover européen se trouverait alors une nouvelle fois sans lanceur. Le décollage initial devait avoir lieu en 2022, la rupture avec la Russie l'a repoussé à 2028. Espérons qu'un nouvel épisode politique ne nous projette pas encore plus loin.
Au pire des cas, probablement qu'Ariane 64 pourrait endosser ce rôle. Cela réduirait la logique de coopération internationale de la mission, mais lui permettrait tout de même d'avoir lieu. Le prochain et second vol de la version la plus lourde du lanceur européen doit d'ailleurs avoir lieu dans exactement une semaine, au profit de la constellation Amazon Leo. Ce sera la deuxième mission dédiée à cette méga constellation. Ariane 6 doit en mener 18 en tout. Dans les mois qui viennent, la fusée européenne devra d'ailleurs évoluer pour améliorer sa capacité à mener ses missions. La version Block 2 d'Ariane 6 avec les nouveaux boosters P160C est ainsi attendue au cours de l'été. Sur des missions de type Amazon Leo, cela permettra d'embarquer 10% de satellites en plus, à chaque lancement, ce qui compte quand on vise des déploiements massifs. Voilà qui nous amène au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. Je vous rappelle que vous pouvez visionner gratuitement le magnifique documentaire Destination Lune, la nouvelle conquête spatiale sur France.tv. Les liens sont en description. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.